Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier webinaire Axis VM intitulé Représentation des résultats. À travers cette petite présentation, j'espère vous donner quelques trucs et astuces pour mieux utiliser Axis VM dans votre travail et pour augmenter l'efficacité. Je suis Gabrielle Muller et je vais vous faire cette présentation. Je suis accompagnée par mon collègue M. Peter Walker qui répondra à vos questions si vous en avez. Pour poser des questions, il suffit d'agrandir le petit icône de l'application GoToWebinar. Et là, vous avez une rubrique questions qu'il suffit d'agrandir. Et là, cliquez dans saisir une question pour le personnel. Et mon collègue, M. Walker, vous répondra alors par écrit. J'aimerais commencer ce webinaire par vous montrer l'exemple d'un bâtiment typique qui est composé en partie par des éléments en béton ici vers le bas, des éléments en maçonnerie vers le milieu et des poutres en bois tout en haut. Si maintenant j'affiche MY, le moment fléchissant, je vois ici le diagramme des moments fléchissants dans toutes les poutres du toit. J'agrandis un petit peu l'échelle pour mieux pouvoir voir le diagramme. J'ai ici mon diagramme des efforts fléchissants. Néanmoins, ce diagramme, cette représentation des résultats devient vite illisible pour des grands modèles comme ce cas ici. Pour cela, moi je veux regarder les efforts internes dans les poutres du toit. Et je choisis une poutre et je vais la sélectionner. Voilà, s'affiche alors une fenêtre avec les efforts normaux, les efforts tranchants et les moments fléchissants. Dans toute la répartition de la poutre, ici avec le curseur, je peux balader d'un côté de la poutre vers l'autre pour connaître les efforts en chaque point de la poutre. Tous ces résultats, on peut les trouver dans la rubrique du petit tableau, navigateur du tableau en haut à gauche. En cliquant sur ces tableaux et en choisissant les efforts que je veux voir, je sélectionne valider et j'ai alors des tableaux de tous les efforts dans tous les éléments. Et tous ces tableaux sont à 100% compatibles avec Excel. Si maintenant je veux connaître les efforts internes le long d'une série de poutres, il suffit de sélectionner les poutres qui m'intéressent avec la touche Shift par exemple. Donc avec Shift, je sélectionne les deux poutres qui sont voisines. Je clique dessus et là, pareil, s'ouvre une fenêtre qui montre les efforts normaux, les efforts tranchants et les moments tout au long des deux poutres. Pareil, ici, j'ai un curseur qui me permet d'aller d'un bout de la poutre à l'autre. Si j'ai des nervures dans mon modèle, ce qui est le cas ici, par exemple ici, en affichant les résultats, j'ai en plus de l'effort normal, de l'effort tranchant et des moments, j'ai aussi le moment d'armature, MYD. Ce moment n'est rien d'autre que la somme du moment fléchissant MY et de l'effort normal NX multiplié par l'excentricité. En fait, ce moment, il tient compte de l'excentricité de la nervure par rapport à la dalle. Pareil, ici, je peux, avec le curseur, aller de gauche à droite le long de ma nervure. J'aimerais maintenant vous montrer un exemple d'une poutre métallique et de vous montrer comment on peut regarder la répartition des contraintes le long de la section transversale. Ici, dans ce cas, j'ai une poutre métallique biencastrée qui est soumise à un effort linéaire dans deux directions et une force ponctuelle dans deux directions. On voit ici le moment fléchissant qu'il s'agit dans ma poutre. Maintenant, si j'affiche les contraintes dans ma poutre et que j'affiche la contrainte axiale maximum de la section transversale et que je sélectionne l'élément, je vois alors apparaître cette petite fenêtre avec les contraintes axiales maximales et minimales, les contraintes de cisaillement maximales et minimales,
et les contraintes de von Mises. Ici aussi, c'est la même idée que pour les autres efforts. J'ai un curseur qui me permet de voir la répartition à l'intérieur de la section transversale tout au long de la poutre. Ici, je suis au début de la poutre et avec le curseur, je peux me déplacer tout au long de la poutre et de voir comment ces contraintes changent. Cet outil peut être très utile pour mon dimensionnement de profilé métallique. Je ferme alors ce modèle et je retourne vers le modèle de départ. Maintenant, je vais afficher uniquement le radier. Et je veux afficher les efforts internes surfaciques. NY, l'effort de la section transversale dans la direction du Y local, ou les contraintes, les efforts internes appui surfaciques, ce sont les efforts internes qui viennent de toute la structure et qui devront être transmis dans les radiers et dans la fondation. Je vais changer la représentation en isosurface 2D. Ici, je peux changer la légende, soit en l'agrandissant pour avoir plus de couleurs. Je peux aussi adapter au minimum et maximum de la partie que je suis en train de montrer. Donc ici, les couleurs changent. Maintenant, si par exemple, voilà, j'ai changé de cas de charge. Si maintenant, je suis intéressée uniquement par les efforts supérieurs à 75 kN par mètre carré, je peux adapter ma légende en fonction pour vite visualiser quelles zones de mon radier seront les plus sollicitées. Pour cela, j'ouvre la légende et j'entre la valeur moins 75. Validé. Et je vois alors sur mon radier, les parties hachurées sont les parties qui ont des efforts inférieurs à 75 kN par mètre carré. Et les parties en couleur sont les parties avec des valeurs supérieures. Par exemple, si c'est intéressant pour mon dimensionnement, je vois tout de suite les zones en couleur qui peuvent être critiques dans le cadre de mon dimensionnement. Je vais maintenant afficher uniquement la partie en maçonnerie. C'est la partie du milieu. Voilà. Dans le cas de la maçonnerie, vu que la maçonnerie peut reprendre uniquement des efforts de compression, ce qui m'intéresse dans le cadre de mon dimensionnement, c'est de savoir quelles parties de mes éléments en maçonnerie sont en traction. Et pour cela, je vais afficher les efforts internes surfaciques NY. Ici, je vais adapter la légende de couleur pour une meilleure lisibilité. Pareil, je sélectionne mini-maximum des parties. Validé. Et je vois maintenant les couleurs qui s'ajustent d'une façon plus lisible. Comme je disais avant, moi ce qui m'intéresse, c'est de connaître les zones qui sont en traction. Donc c'est les zones avec des NY positifs. Je vais donc adapter ma légende pour pouvoir visualiser très rapidement ces efforts de traction. Je fixe la valeur minimale à 0. Et je vois directement que les parties hachurées sont les parties qui ont que de la compression, donc qui ne nous font pas beaucoup de soucis dans le contexte de la maçonnerie, et les parties en couleur sont les zones en traction. On voit rapidement qu'il y a deux zones principales qui ont de la traction. Il s'agit de la partie ici au milieu et de la partie ici tout devant. La raison pour l'apparition de ces zones de traction est que en dessous de ces murs, les murs ne continuent pas vers le bas, il n'y a pas de descente de charge juste en dessous. Et du coup, ces murs reposent sur des dalles qui se déforment plus et qui du coup génèrent des efforts de traction. Pour remédier à ces efforts de traction, j'ai plusieurs possibilités. Soit je choisis de changer de conception et je remplace ces murs en maçonnerie par des murs en béton pour pouvoir reprendre des efforts de traction. Soit je choisis d'augmenter la rigidité des éléments qui sont en dessous
pour limiter les déformations et ainsi limiter aussi les efforts de traction, ou bien je considère que mes murs en maçonnerie ne sont pas porteurs et du coup je peux les éliminer de mon modèle et les remplacer par des charges linéaires. Maintenant, si je veux avoir une vision globale des efforts normaux dans le mur, je peux aussi utiliser la fonction plan de section. Cette fonction, je la trouve dans l'icône verticale à gauche, dans ligne de section. Et je définis nouveau plan de section que j'appelle A, validé. Et un plan de section est défini par 3 points qui coupent entièrement le bâtiment. Donc voilà, un point, deuxième point, troisième point. Et voilà, j'obtiens mon diagramme des efforts normaux. En mettant la vue de dessus et en ajustant la légende pour une meilleure lisibilité, je vois rapidement les zones qui sont le plus sollicitées. Bien sûr, ici, je peux enclencher la notation des résultats, comme c'est le cas ici, ou la déclencher dans la barre d'outils en bas à droite et en désactivant la fonction ligne. Donc voilà, j'ai ici mon diagramme des efforts normaux. La raison pour laquelle il n'y a pas d'efforts qui sont affichés ici, c'est parce que ce plan de section ne coupe pas cette partie de l'ouvrage. Maintenant, si j'ai besoin ou si je veux analyser les efforts dans ma structure de façon plus précise, plus détaillée, je peux utiliser la fonction segment de section. Pour cela, je vais choisir uniquement la partie façade. Et je vais dans le plan XZX. Maintenant, l'intérêt de la fonction segment de section, c'est qu'elle me permet de faire des coupes dans chaque élément surfacique de mon modèle, enfin de cette façade en l'occurrence, et je peux analyser les efforts qui s'exercent dans ces murs. Ici, vu que je veux poser plusieurs segments de section pour toute la façade, je vais définir un groupe de segments de section. Je vais dans l'icône ligne de section dans la barre verticale à gauche. Je choisis nouveau groupe de segments de section que j'appelle A. Et maintenant, je vais poser mes segments de section. C'est important de poser les segments de section juste au-dessus ou juste en dessous de la ligne d'interface entre deux murs pour pouvoir bien lire les efforts séparément dans les deux murs. Donc je commence, je pose mon premier, mon deuxième, mon troisième, et voilà. J'ai posé tous mes segments de section et je peux maintenant visualiser la répartition des résultats. Par défaut, les diagrammes des efforts sont toujours représentés perpendiculairement au plan de section que j'ai posé, au segment de section que j'ai posé. Donc là, on voit du haut, on voit que c'est perpendiculairement à la façade. Pour des raisons de lisibilité, dans ce contexte-ci, c'est intéressant d'avoir les diagrammes dans le plan du mur. Et pour ça, je retourne sur mon icône ligne de section et je coche dessiner le diagramme dans le plan des éléments. Et valider. Et j'ai alors ici NY le long de chaque segment de section. Ici, il peut être intéressant de réactiver les annotations. Voilà. Donc je vois ici les valeurs en kilonewtons par mètre le long de mon mur.
La fonction segment de section a plusieurs options, ici quand je les ouvre. La première est le mode d'affichage seulement diagramme, comme c'est ici. On voit uniquement le diagramme des NY dans ce cas-ci. Je peux aussi afficher le diagramme et les valeurs moyennes. Avec ça, j'ai la valeur moyenne sur tout mon segment de section que j'ai posé, avec la particularité que Axis sépare les valeurs moyennes quand il y a un changement de signe. Donc, par exemple, ici, j'ai un effort de compression NY négatif sur toute cette longueur du segment de section, et dans le coin, j'ai un peu de traction, et du coup, Axis me donne une autre valeur moyenne, et me donne aussi la longueur sur laquelle cette valeur moyenne est valable. J'ai aussi la possibilité d'afficher le diagramme et les valeurs intégrées résultantes. Ici, en fait, il s'agit de la valeur moyenne affichée tout à l'heure fois la longueur sur laquelle elle s'agit. Je vois ici qu'il y a les valeurs résultantes pour l'effort en question, donc NY ici, qui sont données pour tous mes segments de section. Je peux aussi afficher la résultante intégrée sur le segment de section. Ici, il s'agit de la résultante de tous les efforts qui s'exercent dans ma façade, dans chaque élément de mur. Donc pas seulement NY, mais tous les efforts. Et ceci résulte en un effort normal à un moment fléchissant et un effort tranchant en bas de chaque segment de section. Cette représentation est utile pour les dimensionnements en capacité et aussi pour les dimensionnements des murs en maçonnerie. Je retourne sur ma fonction ligne de section et je peux aussi définir le diagramme avec une épaisseur de segment. Cette fonction n'a pas beaucoup de sens dans le contexte d'une façade, mais plutôt dans le contexte d'un radier. Et je vais vous montrer ça tout de suite. J'affiche la partie radier. Et je vais poser un segment de section que j'appelle B. Donc ici, j'ai un diagramme avec une épaisseur de segment que je mets à 500 mm, validé. Et dans le contexte d'un radier, ça fait plus de sens d'afficher le moment fléchissant MY. Et j'ajuste la légende. Et j'ai alors ici mon segment de section à cet endroit-là, avec la bande de 50 cm qui est de part et d'autre de mon segment de section. Cette représentation peut être très utile dans le cas quand on a des pics dus au calcul linéaire élastique. Cette fonction permet d'aplatir un peu ces pics et d'avoir un résultat plus proche de la réalité. Dans le contexte de ces segments de section, je peux choisir ces modes d'affichage soit pour tout un groupe de segments de section, soit pour chaque segment séparément, comme ça m'arrange le plus au niveau de la lisibilité des résultats et de ce que j'ai à dimensionner après. Je vais désactiver les segments de section. Maintenant, si j'ai un grand bâtiment avec beaucoup de murs que je dois dimensionner, je peux utiliser aussi l'application segment de section, qui est un module optionnel d'Axis. Et cette application permet de poser des segments de section pour tout le bâtiment à un endroit bien défini du mur. Donc cette fonction se trouve dans Plugin. Ici, je descends, segment de section. Voilà. Donc pour définir les segments de section, je dois d'abord choisir la position du segment de section. Ici, je choisis 15 cm à partir du bas du bord de mon mur. Ça, c'est le grillage, la grille si je veux poser plusieurs segments de section dans un même mur,
qui n'est pas le cas ici. Là, je choisis le préfixe du segment de section et le reste, je laisse des valeurs par défaut. Maintenant, en sélectionnant tout le bâtiment, le segment de section ne marche pas correctement parce que j'ai plusieurs modèles ouverts. Je vais donc les fermer. Donc cette règle est valable pour tous les plugins de Axis. Parfois, quand on a plusieurs modèles ouverts, il ne sait pas dans quel modèle il doit prendre les éléments. Et du coup, il ne sélectionne pas correctement. Donc j'ai maintenant fermé les autres modèles. Je clique sélectionner. Ah, il ne veut pas. Voilà. Tout validé, exécuté. Ça prend un moment. Ici, j'ai la version démo, ce qui veut dire que je suis limité au nombre de segments de section que je peux poser. Et ici, il a posé sur seulement une partie des murs parce que j'ai la version démo. Donc ici, je vois, j'ai les segments de section qui ont été posés sur une partie de mes murs et qui me facilitent le dimensionnement de mes murs et qui peuvent me faire gagner beaucoup de temps. Bien sûr, si j'ai la version totale du segment de section, je peux poser sur tous les murs. Et tous ces segments de section posés automatiquement peuvent être retrouvés dans la liste des segments de section sous AutoSeg. Je retourne sur la façade. Et j'aimerais vous montrer un outil qui s'appelle poutre virtuelle, qui permet de voir rapidement la répartition des efforts le long d'une série d'éléments. Donc, pour la poutre virtuelle, se situe juste en dessous de la fonction segment de section, ligne de section, dans la barre d'icône à gauche. Je vais donc poutre virtuelle, je crée une nouvelle poutre virtuelle que j'appelle A, et je sélectionne toute la façade. Validé. L'axe ici en brun représente l'axe de ma poutre virtuelle. Je reviendrai plus tard sur le fait pourquoi elle est en zigzag et pas complètement à l'horizontale. La poutre virtuelle représente les résultats intégrés sur la section perpendiculaire à son axe. C'est-à-dire qu'elle représente les résultats sous forme d'une poutre en intégrant les résultats perpendiculaires à la surface qu'elle traverse. Dans le cas d'un mur, il est plus intéressant de voir la répartition du haut vers le bas, et non pas de la gauche vers la droite. Et du coup, je vais changer l'axe de cette poutre virtuelle en définissant d'abord une référence. Pour cela, je vais dans le registre éléments, référence. Je choisis une référence verticale. Axis me dit, ce vecteur de référence existe déjà et il me donne le numéro de cette référence. Je retourne alors dans ma fonction poutre virtuelle et je choisis la référence ici 17 donnée par Axis. Et voilà, j'ai alors ma poutre virtuelle qui va du haut vers le bas comme je le voulais. La raison ici maintenant pourquoi l'axe fait des petits sauts est parce que l'axe de la poutre virtuelle se situe toujours au centre de gravité de la section qu'elle traverse, de la surface qu'elle traverse. Donc disons ici, dû au fait de l'ouverture, le centre de gravité de cette section se déplace vers la gauche et c'est pour la raison pour laquelle aussi ma poutre virtuelle fait un petit saut vers la gauche et revient dès que l'ouverture est terminée. Maintenant, je vais afficher les résultats que je trouve sous effort interne de la poutre virtuelle. Je peux afficher NX sous forme de diagramme.
par exemple, ou MY, si je suis intéressée à voir les moments qui s'exercent le long de cette façade. Maintenant, ici, je vous ai montré la fonction poutre virtuelle pour un élément plan. Cette fonction poutre virtuelle, je peux aussi l'utiliser pour un élément en 3D. Ici, j'ai le noyau de mon bâtiment. C'est un noyau en béton, comme ça. Et je veux connaître la répartition de mes efforts le long de cet élément. Pour cela, je vais définir une nouvelle poutre virtuelle ici, que j'appelle B. Je sélectionne toute la partie visible, valider. Et j'ai alors le diagramme que je dois encore juste ajuster pour qu'on puisse bien le lire. Mais j'ai mon diagramme des moments fléchissants de haut en bas. Ici aussi, pareil, je peux voir les efforts normaux qui agissent du haut vers le bas de cet élément de noyau. Je vais alors maintenant vous montrer comment on peut utiliser les poutres virtuelles dans le contexte d'un pont pour aussi pouvoir voir rapidement la répartition des efforts dans tout l'élément du pont. Voilà. J'ai un pont à 3 travées, ici, avec une section transversale comme ça. Et j'affiche ici, on a les déplacements, les déformations selon Z. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les moments fléchissants selon Y. Et je vais définir une poutre virtuelle qui est censée représenter, qui est censée intégrer les efforts sur toute la largeur de ce pont pour pouvoir avoir les efforts d'une poutre équivalente. Donc ici, pareil, dans la barre d'icônes verticale à gauche, je vais sur poutre virtuelle, nouvelle poutre virtuelle, le nom est A, j'appelle A. Je sélectionne tout mon pont, je valide. Et ici, pareil, je vais dans effort interne de la poutre virtuelle, MY. Et j'ai mon diagramme des moments fléchissants qui s'exercent sur cette poutre ici en marron, poutre virtuelle, poutre équivalente au système statique. Je vais encore annoter les résultats. Voilà. Donc j'ai les résultats ici en kilonewton-mètre et j'ai mon joli diagramme des moments qui s'affiche. J'aimerais faire encore quelques commentaires sur cette représentation et sur ces résultats. Si j'ai maintenant un modèle du même pont en modèle poutre ou en modèle coque, comme le modèle que je viens de vous montrer, j'ai plusieurs différences dans mes résultats. La première différence est que les moments aux appuis pour un modèle coque ne sont pas exactement 0, alors que pour un modèle poutre, les moments ici sont 0, les moments à l'appui sont 0. La raison pour cette différence est que pour un modèle coque, mon support, mon appui est ici en bas de la section et qu'il y a une excentricité entre l'appui et le centre de gravité de ma section qui se situe un peu au-dessus, alors que pour le modèle poutre, l'appui se situe à l'endroit du centre de gravité de la section et du coup, il n'y a pas d'excentricité. La deuxième différence est que ici, on voit dans le modèle coque un saut dans le moment des diagrammes de la poutre virtuelle. La raison pour cela est que ici on calcule avec des éléments
des éléments coq et avec un maillage, et que du coup les résultats sont un peu différents. En réduisant la taille du maillage, on va aussi réduire ces sauts dans le diagramme. La troisième différence, c'est que les valeurs absolues des moments MY peuvent être différentes entre le modèle poutre et le modèle coq avec la poutre virtuelle. La raison pour cela est que pour le modèle poutre, l'hypothèse de Bernoulli section plane reste plane est obligatoire et donc il n'y a pas de gauchissement dans les sections. Par contre, pour le modèle, pour la poutre virtuelle, le gauchissement est possible et du coup, on peut avoir des petites différences entre les moments. J'aimerais terminer cette présentation en vous montrant un joli exemple de comment on peut visualiser des efforts de manière en animation sur AxisVM. Alors, j'ai ici l'exemple d'une structure en béton avec quelques raidisseurs en acier. Et ici, sur cette structure en béton, il y a un camion qui va passer, qui va suivre ce chemin de charge comme défini ici. Et ce camion est défini avec des charges mobiles surfaciques. Et maintenant, sur statique, avec la fonction animation, je peux voir un petit film, comment la structure va se déformer suite au passage de ce camion. Avec ça, j'ai aussi des petites annotations ici, EZ, à deux endroits précis. Et ces annotations vont montrer la déformation en ce point-là pour chaque endroit du passage du camion. Pour cela, je vais sur la fonction animation ici. Pour lancer l'animation, il faut sélectionner ici le petit bouton lecture. Je vais directement vous montrer la vidéo pour gagner un peu de temps. Voilà, donc vous voyez ici le camion qui suit son chemin de charge et on voit comment l'entièreté de la structure se déforme dû au passage de ce camion et aussi comment l'annotation ici change en fonction de la position du camion. Je repasse. Voilà. Cette fonction animation peut être utilisée pour des modèles ici comme avec des charges mobiles, mais aussi avec des charges statiques pour avoir un meilleur sentiment de comment la structure se déforme sur les charges. J'en profite pour faire un peu de publicité pour notre support book. C'est un livre qui contient un recueillement de questions qui nous sont parvenues souvent ces dernières années sur la hotline. Il fait à peu près 300 pages et est disponible en langue allemande et anglaise. Et il peut être commandé sur notre site ingwer.ch/supportbook. Voilà. Et sinon, je vous remercie de votre participation. Merci pour votre attention et j'espère vous revoir à tout bientôt. Nous allons laisser un peu encore ce webinaire pour que vous puissiez poser des questions dans le chat si vous en avez encore. Bonne journée. Au revoir.